d'applaudir Monsieur Philippe Pierre. Merci beaucoup Dominique, mais je suis extrêmement fier et honoré et très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un réseau que j'apprécie beaucoup, Tilt. J'y vois une très grande utilité et donc c'est un bonheur que d'être avec vous ce soir en deux temps, comme l'a dit Dominique. Dans un premier temps, en fait, je vais vous proposer une réflexion sur l'évolution de l'entreprise, du champ des organisations et pour être un peu plus précis même, travailler avec vous en fait sur le sens du travail, parce que je crois qu'en ce moment nous vivons une évolution forte de la place du travail dans nos vies. Et je vais travailler avec vous sur l'évolution même de la centralité du travail dans nos existences. Tu l'as dit Dominique, nous vivons des mutations. Et en fait pour moi une des mutations c'est que quand on veut mobiliser autour de nous des équipes de plus en plus diversifiées, qui a priori favoriseront une forme de valeur, de création de valeur, eh bien en fait il convient de composer et de faire avec tous, en n'acceptant pas d'ailleurs forcément de suivre le mouvement, mais en posant un cap et un cadre. Et vous verrez que dans mon propos, il y a cette exigence de travailler avec des équipes de plus en plus diversifiées, ce qui signifie en fait pas forcément tolérer, mais reconnaître. Et donc quand on travaille avec des gens qui ne nous ressemblent pas, un autre terrain d'origine, une autre nationalité, ça peut être des fournisseurs, des sous-traitants qu'on va chercher un peu plus loin, ça peut être quelqu'un, tu l'as dit Dominique, et ce soir on a préparé ensemble, je mettrai le focus aussi, tu l'as dit, sur l'intergénérationnel, sans être Y-ologue. Parce que vous connaissez sûrement l'appellation génération Y, 18-30 ans, et ce qui me fera très plaisir qu'on partage ensemble, c'est une de mes convictions. Dans la France d'aujourd'hui, si je reste sur notre pays, il n'y a pas en fait comme ça l'émergence d'une classe d'âge 18-30 ans homogène qui changerait un peu tous nos repères. Il y a des jeunes chez les jeunes. Et une des responsabilités des dirigeants, des comités de direction, des partenaires sociaux, de l'ensemble du personnel, c'est de faire en fait avec une pluralité de regards qui questionne de mon point de vue la centralité du travail dans nos vies. Et ça, vraiment, ça sera mon premier point. Je vais, en tant qu'RH, puisque, comme l'a dit Dominique, j'ai été DRH, mais aussi comme en tant qu'enseignant, comme chercheur aussi, je produis de la recherche, je suis, en fait, tous les jours de ma vie en situation de m'étonner volontairement. Parfois même d'être un peu surpris de ce que je vis face aux motivations de ceux qui sont face à moi et qui n'ont pas le même âge que moi. Et donc ça sera un peu le premier temps de mon intervention, si vous en êtes d'accord. C'est un peu prendre la mesure de l'évolution de la centralité du travail dans nos vies, qui déborde en fait le champ de l'entreprise et qui touche à l'évolution de la société dans son ensemble. J'en dis pas plus. Deuxième mouvement, pendant à peu près 45-50 minutes, deuxième mouvement, je vous proposerai 5 modèles d'organisation. 5 façons d'organiser ces équipes qui correspondent, de mon point de vue, à 5 attentes fortes de ce que doit être l'entreprise et de ce que doit être l'organisation des équipes. Alors ces 5 modèles, je les baptiserai tout à l'heure, le modèle de la loyauté. Modèle de la loyauté hiérarchique pyramidale, dans lequel, si ça se passe bien, il n'y a aucune raison que tu partes. Alors ça, ce modèle-là, je le connais bien. C'est un peu le modèle, moi, qui m'a constitué. Quand je suis rentré dans l'entreprise où j'ai travaillé le plus longtemps, 15 ans, on m'a dit « t'as drôlement de la chance ». Donc il fallait que je prenne conscience que c'était moi qui avais de la chance de rentrer dans l'organisation. Puis après, on m'a dit « ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans ». Alors ça a été 15 ans, c'est déjà pas mal, mais... Et puis ce modèle-là, en fait, c'est un modèle dans lequel, si ça se passe bien, tu restes. Ça, c'est un modèle tout à l'heure qu'on approfondira. Je l'appelle de la loyauté, hiérarchique pyramidale. On échange de l'implication, voire même de la surimplication. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'entreprise. Et l'entreprise, normalement, le contrat psychologique, normalement, l'entreprise, en fait, te sécurise parce qu'elle t'offre un parcours. J'ai presque envie de dire ça, c'était avant, mais enfin, j'exagérerai un peu. Deuxième modèle, je vous pose un peu les choses et puis on retricotera ensemble. Deuxième modèle, tu reçois en entretien quelqu'un et quoi qu'il arrive, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quoi qu'il arrive, dans la tête de celui ou celle que tu as en face de toi, la personne ne restera pas. Et alors ça, on voit bien en fait dans les territoires aujourd'hui en France, l'urgence, je dirais l'importance
d'attirer et de fidéliser des ressources, alors même, tu l'as dit, qu'il y a guerre des talents et que les bassins sont dynamiques, plus ou moins, mais en tout cas, qu'en face de nous, on ne trouve pas forcément les ressources. Ce deuxième modèle, je vous proposerais de l'appeler le modèle de l'employabilité. Ce n'est pas l'organisation qui fait ma carrière, ce n'est pas la mémoire des chefs d'entreprise, c'est moi en tant qu'entrepreneur sur le marché du travail. Premier modèle, la loyauté, hiérarchique pyramidale. Deuxième modèle, l'employabilité. Troisième modèle d'organisation, je l'appellerai tout à l'heure la communauté de métiers. En fait, je ferai référence au capitalisme californien et à quelques entreprises comme Google, comme Apple, qui ont une très forte influence sur la manière dont les autres organisations, je dirais, fonctionnent. Quatrième façon d'être en lien avec l'entreprise, je baptiserai ce modèle l'entreprise plateforme. Uber, TripAdvisor, Airbnb. Et là, ce sont d'autres façons de fonctionner, d'autres manières de travailler, d'organiser la donnée. Et le cinquième modèle, alors c'est ce que je vous proposerai d'appeler l'entreprise archipel. Je vais partir tout de suite pour être bien clair. L'entreprise archipel, c'est pour moi la remise en cause, pour un homme comme moi, la remise en cause d'un certain nombre de mes convictions acquises très tôt, très jeune, de ce qu'est l'organisation, le travail et la posture managériale. Alors ces 5 modèles, et ça c'est quelque chose qui nous anime aussi dans le réseau Tilt, ne sont pas en fait en passage d'un modèle vers un autre. Ça serait paresseux intellectuellement. Non. Quand on dirige des organisations, ce que je défends, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus complexe qu'autrefois. D'abord parce que le personnel qui est intégré à nos équipes a de l'information disponible, parfois même dans le creux de la main, on y reviendra, directement accessible via les téléphones. Ça reste de l'information, ce n'est pas de la connaissance. Mais mine de rien, ils sont habitués à donner leur avis, à poser des questions, à s'interroger sur le sens même de ce qu'est l'organisation et ils veulent comprendre, en fait. Ils veulent comprendre. Et donc, ce que je défends comme idée, c'est qu'il y a coexistence des formes d'organisation et qu'aujourd'hui, un management de la diversité, c'est la diversité de votre propre management. Et donc, pour les comités de direction qui sont face à moi, pour vos équipes, ce que je crois, c'est que secteur industriel, secteur commercial, secteur des services, public, privé, tout ça, en fait, on est face à un défi qui est un défi interculturel. C'est un défi de coexistence des différences. Et puis, le dernier temps de mon intervention, j'ai envie de vous proposer quelques outils concrets de management qui participeraient d'une logique que je vous propose d'appeler avec moi d'étonnement volontaire. Ce qui va, à mon avis, nous faire réussir et nous faire prendre en compte opportunément des différences, c'est une pratique de l'étonnement volontaire. Alors ça c'est mes 3 temps, en quelque sorte, de conférence. Et puis après le dessert, pendant le dessert, j'aurai le bonheur en fait, de revenir à côté de Dominique et de répondre à certaines de vos questions et puis de poursuivre cette réflexion. On est sur l'humain, donc l'humain, il n'y a pas de certitude. Il y a des hypothèses et il y a un caractère ondoyant de ce qu'on affirme. Mais c'est jamais 2 fois la même chose. Pourquoi je m'intéresse à cette question de l'intergénérationnel? Et pourquoi de plus en plus, en fait, j'essaye d'être aux côtés de ceux qui s'interrogent sur comment je peux attirer, comment je peux fidéliser en fait, des personnes qui vont contribuer chez moi de façon intéressante. Je vais prendre 2 exemples pour nous amener à plonger directement dans le thème. Le premier, c'était il y a une quinzaine d'années, oui, maintenant ça fait 15 ans. J'étais dans mon bureau et je revenais d'un long voyage. Et j'étais un peu fatigué. Je vous dis ça parce que quand on est fatigué, on n'a pas forcément envie de s'entourer de gens qui sont différents. On a plutôt tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Et ça participera aussi de notre réflexion ce soir. J'étais fatigué et je m'occupais, comme l'a dit Dominique, je m'occupais en fait de marques de luxe d'un grand groupe cosmétique. Et un jeune de 21 ans et demi, il était en avance sur son cursus, un jeune de 21 ans et demi rentre dans mon bureau. C'était un job, moi, dans ma représentation, c'était un job débutant, chef de produit, marketing. Et c'était très important pour moi, il venait en CDI, contrat à durée indéterminée. Vous allez sentir dans mon propos aussi qu'une des évolutions, c'est le rapport que nous avons au temps, à l'engagement, à la durée. Et puis il s'assoit en face de moi et j'ai le bonheur, le plaisir de vous en parler encore aujourd'hui. On a un début d'entretien assez classique. C'est-à-dire qu'en clair, intérieurement, je me dis, il a drôlement de la chance d'être dans mon bureau. Ouais, mais ça, c'était avant. Et il me pose des questions et je le trouve intéressant. Je le trouve même, tu vois, assez incisif, quoi, avec du relief.
Et puis, au bout de 10 minutes, il me pose une question qui m'a amené à me casser les os de la tête. Se casser les os de la tête, c'est une formule du philosophe Wittgenstein qui nous amène, en fait, quand on travaille avec des gens différents, à s'étonner volontairement. C'est assez fort hein, comme formule, se casser les os de la tête. Hein. C'est ce qu'on va travailler ce soir, hein, c'est revenir sur nos certitudes. Ne pas tout accepter, mais prendre en compte, se saisir ce qui émerge. Et il me regarde, et j'insiste, il venait pour un poste de chef de produit marketing. Hein, donc vous voyez, pour moi, c'était très codifié. Hein. Puis en fait, je vais vous dire, il fallait que ça aille vite parce que j'avais beaucoup plus important dans la journée. Mais enfin, tous les entretiens sont importants. Il me regarde et à ce moment-là, il me demande, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a amené depuis à beaucoup réfléchir sur la chronémie, c'est-à-dire l'analyse culturelle du temps. Il me regarde et il me demande, monsieur, si je viens chez vous, est-ce que je vais venir travailler tous les jours? C'était... Tu vois, j'ai le bonheur de rappeler cette situation de temps en temps, et ce soir, je suis content d'être là. Et encore 15 ans plus tard, je me dis, et je l'ai su plus tard, que je faisais face à quelqu'un qui était en avance de phase. Hein, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, cette question, vous pouvez la voir. Hein, et vous l'avez. C'est-à-dire que, monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Aujourd'hui, ça serait typiquement une question sur le travail à distance, des équipes déspatialisées, le télétravail. Hein. Et ça, alors là, tout à l'heure aussi, hein, je suis à votre entière disposition. Ça me fera plaisir aussi, si vous voulez, de partager avec vous sur ça. Parce que c'est, pour moi, une accélération ressentie, une expression de plus en plus forte de reconfigurer le centre, de reconfigurer la sédentarité, de reconfigurer en fait notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, physique et symbolique, notre rapport à l'autorité. Ce triptyque-là, le temps, l'espace, l'autorité, j'y reviendrai avec grand plaisir. Alors ce garçon me demande s'il doit être là tous les jours. Moi, honnêtement, en y réfléchissant, je me suis dit c'est une caméra cachée. Il y a quelqu'un qui est en train de me filmer. Ils sont en train de me tester. Ils cherchent à voir si je suis un gars sérieux. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Alors je lui avais répondu parce que je prends conscience en le rappelant en fait finalement de ce qu'étaient mes catégories. Je lui avais répondu Thomas, c'est son prénom. Thomas, ici on travaille 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. Et j'avais ajouté, le 6e et le 7e ont réfléchi à ces produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant. Ça l'a pas mis en très forte motivation. J'étais vraiment un piètre DRH. Enfin, je faisais ce que je pouvais, quoi. Ça me fait plaisir de partager ça maintenant avec vous parce que c'est une anecdote vécue, je l'ai vécue. Intérieurement, j'étais en situation d'étrangeté. C'est-à-dire qu'intérieurement, il y avait une sorte de vertige. Je faisais face pour moi, mais je réfléchissais vraiment rapidement, à quelqu'un qui était d'une autre nature, peut-être d'une autre conception du monde, des choses. Surtout que son questionnement était très intéressant. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? 5 minutes plus tard, il me regarde à nouveau un peu fixement, et à ce moment-là, je me dis, Philippe, il va t'arriver un truc. Et là, l'entretien se poursuit, et il me demande sérieusement, monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ? Et là, je lui avais répondu, parce qu'on s'en reparle quand je le rencontre encore, je le vois à peu près 2 fois par an, je lui avais répondu, ici, la plus grande salle de réunion s'appelle la salle de confrontation. Ça n'a toujours pas créé chez lui de désir agissant. Ça ne l'a pas mis en situation. À cette époque de ma vie, en fait, j'étais l'homme du centre. J'avais une tendance, c'était d'accorder du crédit à ceux qui étaient dans mon viseur. J'avais même une tendance, je le confesse, c'est vrai, j'avais une tendance à aller voir les gens qui, à 17h30, 18h, 19h, partaient. Et vous m'auriez connu à cette époque, je vous jure que c'est vrai, j'étais capable de dire à la personne « Tiens, tu prends ton après-midi à 18h30 ». C'est vous dire si la prise de parole ce soir me fait du bien, parce qu'elle me permet de continuer de progresser. Et puis, donc, merci beaucoup Laurent, au nom de Tilt, Dominique et l'ensemble de l'équipe. Elle me permet de progresser. Et puis, elle me fait prendre ô combien conscience. J'étais l'homme du centre, c'est-à-dire que je plaçais au centre de mon existence 2 grands piliers fondamentaux, la famille et le travail. Et tout tournait autour.
Si un des deux piliers, en fait, était abîmé, je le ressentais très tôt, très vite, et à ce moment-là, j'étais en difficulté. J'ai la grande chance, car ce soir, nous allons en fait nous ouvrir à des réalités qui peuvent être, comme tu l'as dit, hein, désarçonnantes, elles peuvent être même un peu compliquées. Mais nous allons nous ouvrir à un monde en évolution qui fait qu'aujourd'hui, je vous propose ça, on a autour de nous de plus en plus de personnes qui ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Et ça, c'est une perspective tout à l'heure qu'on creusera ensemble que j'appelle d'archipel. Elles ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Or, moi, je ne suis pas fait comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui place au centre de son existence depuis tout petit le travail, voire même, si je suis un peu sincère, le surinvestissement au travail, voire même la surimplication. Et donc ce garçon, je me souviens très bien, j'avais passé à peu près 30-35 minutes avec lui en entretien et j'avais sans arrêt changé d'avis en entretien. C'est bon signe. Si pendant tout un entretien, tu ne te dis jamais oui, non, mais tu te dis soit oui, soit non, c'est mauvais signe. Je vous propose cette idée. Ne faites jamais confiance à ce que vous ressentez quand vous le ressentez en entretien, et notamment les 10 premières minutes d'un entretien. Suspendez votre regard, suspendez votre jugement, distanciez les choses. Là, j'étais servi. Si vous n'avez jamais changé d'avis en entretien de recrutement, vous n'avez pas fait d'entretien. Vous avez fait un entretien de confirmation. Ça va très vite, hein. J'insistais tout à l'heure, si on est fatigué, c'est tout de suite. Tu vas chercher chez la personne des qualités qu'on t'a données à toi il y a 10 ans. Et le piège se referme. Ça, on va l'appeler ensemble un entretien de confirmation. Non, ce qu'il convient de faire, et on pourra partager tout à l'heure, lors des moments de questions-réponses, ce qu'il convient de faire, c'est d'explorer. Si on change d'avis sur un candidat ou une candidate en entretien, de mon point de vue, c'est bon signe. C'est qu'on n'est pas forcément tout de suite allé trop vite en besogne. Alors avec lui, j'étais servi. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit « Venez Thomas, on va marcher ». Et je crois beaucoup à ça, je vous le recommande aussi. Les Français sont trop statiques en entretien de recrutement. Nous sommes trop statiques quand nous prenons des choix. Et donc je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup en fait à la marche comme processus de connaissance et d'évaluation des ressources autour de nous. Je crois beaucoup à ça. Les philosophes grecs, les péripatéticiens, en avaient fait une discipline, hein. On regarde dans la même direction et on marche avec. Et alors je me souviens très bien, très bien de cette situation. Je lui ai dit « Venez Thomas, on va marcher un peu ». Parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de me dire « Mais il n'a pas le même rapport au temps que nous. De toute évidence, il n'a pas du tout la même conception de l'apprentissage. Est-ce qu'on s'amuse ?» Pour lui, ça voulait dire est-ce que c'est un lieu où on peut apprendre à apprendre chez vous? Et aujourd'hui, on a ces questions, du sens, du cap et du cadre. Et donc, je l'ai fait venir avec moi. On a marché. Et là, c'était une occasion pour moi aussi de me méfier des candidats on-off. Candidats on-off, ils rentrent dans votre bureau, ils sont en quelque sorte à passer un examen. Ils franchissent le pas de votre bureau, vous avez l'impression qu'ils ont passé l'examen, et à ce moment-là, ils se recroquevillent. Lui, en fait, il n'était pas de cette nature, il n'était pas fait de ce bois-là. C'est quelqu'un qui était bouillonnant. C'est quelqu'un qui était sans cesse dans le questionnement. C'est quelqu'un qui, pendant qu'on marchait, regardait autour de lui. Je me dis, tiens, ça c'est chouette. En fait, j'avais face à moi quelqu'un qu'on va appeler ensemble un talent. Un talent, c'est quelqu'un de différent. Et par sa différence, il peut même étonner, voire même inquiéter. Il était différent. Et j'ai su plus tard, c'est un pari que j'ai fait parce que vous l'avez compris, nous l'avons recruté, j'ai su plus tard qu'il était excellent. La différence n'est de mon point de vue acceptable que s'il y a contribution, que si la personne délivre. Sinon, c'est une éternelle petite star. J'appelle ça un potentiel. Vous misez sur quelqu'un, mais il ne délivre jamais. Ça s'appelle un potentiel éternel. J'en connais dans le monde du sport, je ne donnerai pas de nom. C'est quelqu'un qui passe de club en club, qui signe de très beaux contrats, mais qui ne délivre jamais, ni passe décisive, ni intention. Un talent, pour moi, je vous propose ça, c'est quelqu'un de différent. Et alors différent, ça veut dire qu'il nous étonne, il nous prend de l'énergie. Moi, Thomas, quand il m'a demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours et est-ce qu'on s'amuse chez vous, il m'a pris de l'énergie. Un talent, c'est quelqu'un d'énergivore, c'est quelqu'un de chronophage. Ben oui, parce que c'est toi qui veux venir voir. Il ne veut pas venir voir les autres, c'est toi en fait qui l'intéresse, parce que toi, il a trouvé chez toi une possibilité de se questionner avec toi. Si je m'y prends bien, là, normalement, depuis le début de notre échange, vous avez un ou deux visages qui apparaissent. Ils sont peut-être à cette table, ils sont peut-être autour de vous. Un talent, c'est quelqu'un d'excellent, de différent,
Mais qu'est-ce qui se passe quand on a dans nos équipes la chance d'intégrer des gens différents et excellents? Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que la nature humaine étant ce qu'elle est, un talent nous renvoie à notre incompétence consciente. On a parfois envie de le chasser. On a même parfois envie d'en faire, sans même s'en rendre compte, un bouc émissaire. Et là, j'invite, et je vous le donnerai avec grand plaisir, j'invite à la lecture d'un des grands philosophes français, pour moi, du siècle dernier. C'est quelqu'un qui s'appelle René Girard. Et en préparant notre rencontre avec Dominique, avec Laurent, avec toute l'équipe, nous avons eu plaisir à citer ce grand philosophe français. Lisez, je vous le donnerai aussi, ça me fera plaisir de vous donner tout ça tout à l'heure, lisez un petit livre très profond, accessible, qui s'appelle Le Bouc émissaire. Et quand deux groupes humains se rapprochent et se confrontent, en ayant parfois peur l'un de l'autre, ils ont parfois à chasser, ils ont parfois tendance à chasser le tiers, à chasser celui qui est différent, pour mieux en fait se retrouver. Un talent, ça c'est une idée pour moi que je veux défendre, c'est quelqu'un qu'on protège dans une organisation. C'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Il n'y a pas de création de valeur dans une entreprise sans lutte contre l'égalitarisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, en général, les choses peuvent nous pousser à traiter les gens de la même manière, quelles que soient les situations. Le code du travail, une mauvaise interprétation peut nous y conduire. Nos habitudes, les revendications de ceux qui travaillent le moins, en fait, peuvent nous pousser à être dans ce que j'appelle avec vous l'égalitarisme. C'est donner la même chose à chacun, quelles que soient les situations. Ça pose un immense problème, ça pose le problème du mérite. Une organisation qui est gouvernée de façon équitable me semble bien meilleure. Et donc, ça, c'est une invitation que je me fais et que je nous fais. Si on veut faire progresser son entreprise, il convient de passer de l'égalitarisme, tout se vaut, à l'équité. Et l'équité, en fait, c'est notamment, quand j'évoque Thomas dans mon bureau, l'équité, c'est notamment protéger ceux qui, au départ, nous semblent un peu étranges, un peu différents, un peu pas comme nous. Ils sont différents, ils sont excellents quand on les fait travailler, donc du coup, ils délivrent. Et troisième caractéristique très importante pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui est généreux. Sinon, c'est le risque de guerre de tous contre tous. Un talent, c'est quelqu'un qui transmet tour de main, bonne pratique, coup d'œil autour de lui. C'était le cas de Thomas. Thomas, on l'a recruté. Alors, les 3 premières semaines, c'était l'enfer. Parce qu'il était capable d'aller poser des questions, en fait, sur un étage autre que le sien et interroger les autres marques du groupe. Un talent, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui bouillonne, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sous les yeux et sous la main. Un talent, c'est quelqu'un qui est sans cesse dans le questionnement. Et on voit avec certains jeunes, pas tous, mais on voit avec certains anciens, pas tous, combien on est dans cette situation qui est belle, de devoir répondre à une quête de sens et qui passe pour moi par la protection des talents. Alors, on a cheminé ensemble et puis j'étais bien avec lui, mais je l'ai vu 2 fois pour être sûr en fait à peu près de mon jugement. Jamais en un seul lieu physique, retenez ça. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul. Si vous voulez opérer des recrutements qui soient qualitatifs, il faut marcher, il faut bouger, il faut voir les gens en différents lieux, il faut les voir en différents temps pour ne pas se laisser fasciner par la différence. Et il faut partager votre avis avec quelqu'un en fait, qui est souvent intéressant parce qu'il vous interroge sur vous avec bienveillance et il vous dit des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Alors on a rejoint l'ascenseur et là en fait pour moi ça a été quasiment le coup de grâce. Il m'a pris par la manche. C'était assez rare qu'on me prenne par la manche. Il m'a pris par la manche et là il m'a dit quelque chose que Michel Serres, le philosophe, appelle le renversement de la présomption de compétence. C'est-à-dire, dans notre société, une sorte de métamorphose où c'est de plus en plus à ceux qui savent de devoir prouver à ceux qui apprennent qu'ils savent. Et ça, en fonction de vos activités, vous le touchez du doigt. Renversement de la présomption de compétence. C'est de plus en plus dans notre société à ceux qui savent de devoir prouver à ceux qui apprennent qu'ils savent. Et alors ce garçon, il m'a pris par la manche, et là ça a été le coup de grâce pour moi, parce qu'il m'a dit, si je viens chez vous, alors là quand même je me suis dit, il est un peu gonflé, si je viens chez vous, et tenez-vous bien, parce que
Et tu vois, 15 ans plus tard, on est là-dessus, quoi. Et merci à lui. Et de certaine manière, j'ai eu la force de dépasser un peu ma fatigue parce que je me suis étonné volontairement, j'ai essayé de me casser les os de la tête. Si je viens chez vous, je m'en souviendrai toujours, il m'a dit le mardi à 17 heures, je fais de la calligraphie japonaise. Moi, le mardi à 17 heures, à l'époque, c'était le milieu de l'après-midi, quoi. En fait, il incarnait déjà ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire comme un renversement du rapport de force entre l'employeur et ceux qui nous rejoignent. Et donc on est là, on est 15 ans plus tard sur ce constat. Le renversement de la présomption de compétence, c'est une nécessité pour nous de faire face à des gens qui sont très différents, qu'il faut comprendre. Je ne parviendrai pas à les transformer, je ne souhaite pas qu'ils me transforment, sinon il y aurait domination, mais on va co-construire ensemble. Je vais prendre un deuxième exemple. J'ai la chance là en ce moment d'être avec vous, proche de vous, et vous croisez la ligne de mon regard. Je peux vous dire que c'est quelque chose dont je profite. Car avec l'évolution des technologies, avec l'évolution du rapport à l'autorité peut-être, avec ce renversement de la présomption de compétence, je vais vous livrer une deuxième anecdote qui pour moi sont vraiment une prise en compte de ce qui change dans notre société. Il ne faut pas tout accepter, mais il faut en prendre la mesure. Je rentre en amphithéâtre aujourd'hui avec des petits Thomas, mais 15 ans plus tard. Je n'ai pas la chance d'avoir Dominique, parce que Dominique m'a mis en confiance, on a préparé ensemble, et puis avec vous, là, je suis bien, j'essaye de donner le maximum. Je rentre dans l'amphithéâtre, et c'est vrai plutôt en école de commerce. C'est un peu moins vrai en école d'ingénieur, et c'est très variable en fait à l'université. Mais comme tu l'as dit Dominique, un enseignant c'est quelqu'un qui enseigne, ou plutôt un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui enseigne. Donc vous connaissez ces réalités. J'y reviendrai aussi dans les conseils que je vais vous donner. Je rentre aujourd'hui, j'ai à peu près 120, 130 personnes, et pour moi c'est vraiment une expérience où je dois m'étonner volontairement, me casser les os de la tête. J'ai personne qui me regarde. Alors c'est pas lié forcément à Philippe, c'est lié aux enseignants. J'ai personne qui me regarde. Le niveau sonore baisse. Alors là, je retrouve un peu mes fondamentaux. Quand je rentrais dans une usine ou une centrale logistique, on m'identifiait. Je rentrais dans le cercle de communication. Le niveau sonore baisse. Et à ce moment-là, je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre. Qu'est-ce que font aujourd'hui dans les pays où j'enseigne, c'est-à-dire la France, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Canada, des jeunes qui ont 21, 22 ans et qui poursuivent un cursus de commerce, à votre avis ? Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre. Quelle est leur réponse? J'entends, exactement, bravo. J'entends Google. Première chose qu'ils font, ils vont taper mon nom et mon prénom pour tracer mon histoire de vie. Et l'entreprise, dans cette perspective archipel, c'est aussi ça. Ils tracent mon histoire de vie. Ensuite, ils vont cliquer Images. Alors ça, pour vous qui êtes dans la salle, c'est une réflexion de fond sur comment on communique, comment on rend attractif notre entreprise et par quel vecteur on va. Les mots, les mots c'est Google. Alors il faut se préparer parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours personne qui me regarde. Donc les mots, les images, si je les laisse faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur Philippe Pierre vidéo. Préparez-vous, ils arrivent. C'est-à-dire qu'on va avoir à les intégrer, ces jeunes, pour une part. Vous les avez déjà, peut-être. D'abord, vous les avez peut-être à la maison. Vous les avez autour de vous, en stagiaire école, en apprenti, en jeune, tout simplement. Je m'empresse de dire encore une fois que c'est qu'une petite partie de la jeunesse, c'est très important. Et que ce n'est en rien la totalité de la jeunesse de France. Donc, ils sont intéressants aussi parce qu'ils sont en anticipation de phase. Mais si je les laisse faire, ils cliquent Philippe Pierre vidéo. En fait, je vais plus loin. Ce sont des personnes qui sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Vous les voyez, ceux-là? Ils sont avec vous, ils vous écoutent, et si vous les laissez faire, dans le creux de la main, ils ont un ordinateur qui s'appelle un téléphone, et ils sont en train de checker, de vérifier, de contrôler a priori ce que vous dites. Alors moi, je les vois bien, je les appelle des polychrones. Chronos, le temps, poly, plusieurs. Ce sont des personnes qui sont avec nous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Elles sont dans un rapport au temps qu'on va qualifier de simultané. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est monochrone, une chose après l'autre.
Je me souviens, mes parents jeunes m'ont dit « Philippe, il faudra que tu fasses de bonnes études si tu peux. On t'aidera. » Alors du coup, ils ont ajouté « Puis tu signeras un CDI, Philippe. C'est très important car la société peut être dangereuse. Il faut que tu te protèges. » Et c'est ça ce soir que je veux qu'on partage ensemble. C'est une évolution très forte du sens du travail, mais au-delà de ça, de notre rapport au temps, monochrone, polychrone, du rapport à l'espace physique et symbolique et du rapport à l'autorité. Michel Serres, je l'ai cité une première fois, mais là je veux absolument vous en dire un mot davantage. Michel Serres, pour moi, face à ces nouvelles situations, cette entreprise qui se transforme, ce management qui se transforme, Michel Serres, il y a 2 livres que je vous invite vraiment à lire. Pour moi, c'est un homme qui est encore avec nous, même si, comme vous le savez, on l'a perdu en juin dernier. Michel Serres, c'est un homme de 84 ans, 85 ans. Il a écrit un livre formidable qui, moi, m'aide à comprendre mes enfants, m'aide à comprendre mes étudiants, m'aide à comprendre ceux qui vont faire avec nous, parce que les lois de la démographie sont implacables et qu'on va devoir comprendre pour accompagner, mais pas tout accepter. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle « Petite poussette ». Est-ce que vous l'avez eu dans les mains, ce livre-là? Pas encore? Ça, je vous conseille vraiment de vous le procurer. Faites attention, c'est avec un pouce. Ce sont des jeunes qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. Petite poussette. Et donc, c'est une réflexion d'à peu près 60-80 pages, formidable, qui nous aide à comprendre ceux qui sont avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre, et qui sont sans arrêt en train de te poser des questions sur ce que tu es en train de faire. Je vous donne un exemple, 2 questions. Dans l'amphithéâtre, je dis à mes étudiants, lisez Serres, le livre est sorti en 2016. Immanquablement, une main se lève au fond de l'amphi où moi j'étais, et à ce moment-là, quand la main se lève, c'est Philippe. Alors ça, c'est toutes les questions que vous avez peut-être sur tutoiement, vouvoiement, rite d'interaction, normes de politesse. Et à ce moment-là, l'élève me dit « Philippe, c'est pas 2016, hein, c'est 2014 ». Et là, il faut que je fasse preuve d'étonnement volontaire et que je me casse un peu les os de la tête pour pouvoir parvenir à une intelligence de l'autre, c'est-à-dire éclairer son regard. Alors pour moi, c'est tétanisant, parce que vous imaginez, 150 personnes, la première interaction avec ton amphi, c'est pas ça, c'est ça. Et en fait, Michel Serres nous donne des clés, il nous dit, ce sont des personnes qui, quand elles ont de l'information dans les mains, veulent la partager si elles ont le sentiment que cette information est utile. Donc ce qui est très beau, parce qu'il faut en prendre la mesure, ces étudiants ne veulent pas du tout me coincer. Ils veulent, et je vous livre cette phrase qui m'aide beaucoup à comprendre la société, ils veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Co-construire, pas imposer, co-construire, prendre sa part, donner son avis, très tôt, très vite quand il rentre dans vos équipes, co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Alors c'est mon côté très optimiste, hein. Co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Et puis évidemment, ils me jaugent, parce que ce sont des gens qui vous testent. Ils sont sans arrêt en train de vous tester, de vous jauger. À la fin d'un cours, et pour moi c'est une perspective, mais vraiment de remise en cause de nos habitudes, et notamment de nos pratiques de gestion des ressources humaines parfois. À la fin d'un cours, ils ne m'ont pas regardé quand je suis rentré. Certains d'entre eux disent « Au revoir Philippe ». Alors ça, j'appelle ça dans l'intergénérationnel la distance sarcastique. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt en train de mettre de la distance entre vous et eux, la personne et le personnage. Alors ils me disent « Au revoir Philippe ». Les autres viennent à moi. Je leur dis « Vous vous mettez en file comme en Suisse », car je cherche à toujours conserver la régulation du propos. Vous mettez en file comme en Suisse. Et la première question, non la deuxième, parce que la première c'est « Monsieur, où est-ce qu'on peut trouver votre cours ?» Très bien. Mais ça c'est juste le tour de chauffe. La deuxième question, tenez-vous bien, de plus en plus, c'est « Monsieur, vous gagnez combien ?» Ces questions, on commence à les voir arriver. Moi, elles me percutent, pourquoi? Parce qu'elles touchent à mes fondamentaux culturels. Elles touchent à l'idée que je me fais de l'intime. Elles touchent à l'idée que je me fais de ce que je dois a priori protéger, préserver. Car, je vous propose cette idée, je suis quelqu'un qui fait une séparation très stricte depuis tout petit entre la personne que je suis, mes émotions, mes sentiments, et le rôle social que je tiens. Eh bien, aujourd'hui, autour de nous, et c'est à mon avis quelque chose de positif, mais qu'il va falloir accompagner, on a de plus en plus de personnes qui enchevêtrent les sphères. Monsieur, combien vous gagnez? Pour eux, c'est social, pour toi, c'est intime. Ça remet en cause, de mon point de vue, très puissamment nos modèles d'organisation. Premier modèle d'organisation,
la loyauté hiérarchique pyramidale. Alors ça, je vous donnerai mon support, et puis je crois que l'équipe a même plus que ça encore comme cadeau qu'on souhaite vous faire. Premier modèle hiérarchique pyramidal, c'est un modèle que je connais bien. Tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». La personne commence par le haut, par le centre, par le siège éventuellement, et puis elle va dessiner cadre, et même si on avait le temps, elle distinguerait deux types de cadres. Dans ce modèle, il y a des cadres dirigeants. Alors ceux-là, ils sont en état de lévitation, ils tutoient les étoiles. Historiquement, ils ont la place de parking la plus proche de l'entrée. C'est-à-dire que ils sont soucieux de leur statut, et parce que, ben oui, moi, je parle un peu de moi là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une défense du devoir, de l'abnégation, de l'effort. Ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, dans ce modèle, je vais aller vite parce que l'essentiel, c'est l'échange, mais dans ce modèle, il y a des cadres, dirigeants, opérationnels. En dessous, vous avez quelque chose dans ce modèle qui est très fort dans l'esprit de nos collègues. C'est le passage cadre. Alors ça, c'est quelque chose qui souvent m'éloigne de mes collègues universitaires. Parce que je leur dis, vous savez, ça n'a pas du tout disparu dans un certain nombre de secteurs ou dans un certain nombre d'entreprises. Le passage cadre, dans ce modèle, c'est presque le passage de l'ombre à la lumière. C'est quelque chose qui est très important. À telle enseigne que, encore aujourd'hui, j'entends, mais Philippe, fais attention, il n'est pas cadre, il est assimilé cadre. Ou alors il est cadre maison. C'est un modèle qu'on va caractériser comme ça. Cadre, agent de maîtrise, ouvrier. Catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C. Noblesse, clergé, tiers état. C'est un modèle, en fait, de la tripartition. On découpe en 3 et on va valoriser l'effort, l'abnégation. Dans ce modèle, il y a 4 manières d'être numéro 1. La première, c'est peut-être la plus rapide, ce n'est pas la plus facile. Vous êtes le fils ou la fille de, et vous accédez très tôt, très vite au pouvoir. La deuxième, vous avez créé l'entreprise. La troisième, vous êtes le plus méritant des autodidactes. Alors ça sera un modèle, vous voyez, des grandes entreprises peut-être, mais aussi des PME familiales qui vont avoir ce souci du compagnonnage, la transmission. C'est des choses qui sont fécondes. La quatrième, vous êtes héliporté d'un grand corps d'État et vous accédez aux structures de pouvoir. Ce modèle-là de la loyauté, c'est le modèle du père, historiquement, PERE. Souvent, les hommes dirigent et les femmes accompagnent. Et si les femmes sont présentes dans des comités de direction, elles ne le sont pas forcément sur les postes les plus stratégiques aux yeux de l'organisation. Donc on a tout un travail à faire, là, long et patient, pour donner sa chance à tout le monde. Le modèle de la loyauté, c'est le modèle, moi, qui m'a fait. C'est un modèle dans lequel on donne beaucoup en échange de recevoir. Autre caractéristique, dans ce modèle, on ne parle jamais d'argent. Ce n'est pas noble, c'est vil. Alors quand j'étais DRH, je me souviens bien, je fonctionnais un peu comme ça. Aujourd'hui, ça serait fini, ça serait plus possible. Quelqu'un rentrait dans mon bureau et me demandait, et je sentais qu'il voulait me parler argent. Alors à ce moment-là, j'avais quelque chose qui ne marcherait plus du tout, mais que je faisais à l'époque. Je lui disais, t'inquiète pas, ça viendra. C'est un modèle où on doit faire confiance à l'employeur parce que l'employeur te connaît et va pouvoir te protéger. Alors c'est un point qui m'est cher. Ce modèle de la loyauté, chez certains jeunes, ne disparaît pas. Il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. La grosse différence, c'est qu'ils vont prendre le contrat de travail, le contrat à durée indéterminée, ce que la banque, s'ils veulent accéder à la propriété, leur demandera, parce que la société peut leur demander. Mais ils vont totalement animer en interne des rapports différents. À 17h, 17h30, 18h, ils seront partis. Premier modèle, le modèle du père, modèle de la loyauté. J'insiste beaucoup là-dessus, il ne disparaît pas, ce modèle-là. Et puis, il est constitutif, en fait, de notre histoire. Si nous avions plus de temps ensemble, je défendrais l'idée que ce modèle est un modèle qui met en avant les valeurs d'effort, d'abnégation, de récompense, mais aussi de mérite, de justice, de protection des anciens. C'est un modèle où les anciens qui vieillissent, qui sont fragiles et vulnérables, sont protégés historiquement. Et on voit bien comment ce modèle a été, dans les années 80, percuté par un deuxième modèle, on va l'appeler tout de suite, le temps est court, le modèle de l'employabilité. Alors ça, c'est un modèle, moi, je vais partir d'une anecdote vécue. Mon papa a travaillé toute sa vie dans la même entreprise. Une entreprise du secteur informatique qui s'appelle l'entreprise Bull, que vous connaissez peut-être. Et mon père, en fait, un soir, il est rentré à la maison, il avait 54 ans et 5 mois, il s'est assis et à ma maman et à mon frère, il nous a dit qu'il était en pré-retraite. Mon père n'a jamais retrouvé de travail, il a cherché du travail, il n'en a jamais retrouvé. Ce jour-là, je suis passé de la loyauté, modèle du père, à un deuxième modèle intérieurement.
je me suis dit, les organisations, même les plus humaines, n'ont pas forcément toujours la capacité de protéger. Les chefs d'entreprise ont la mémoire, mais ne sont pas toujours en capacité de protéger. Et donc, je suis passé du PER, P-E-R-E, au PER, P-A-I-R-S. Dans le deuxième modèle, en fait, c'est toi, par ta mobilité, qui fais ta carrière sur le marché du travail. Et nos entreprises sont en train très fortement, petite taille, grande taille, entreprises qui rayonnent sur une région, sur le pays, de vivre une coexistence des formes entre ce premier modèle hiérarchique pyramidal, modèle de l'effort, de l'abnégation, la loyauté, et ce deuxième modèle, l'employabilité. Dans le deuxième modèle de l'employabilité, c'est ta mobilité géographique qui fait ta carrière. Alors vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens, c'est le moment où on nous a dit, pour faire carrière, il faudra bouger, c'est à peu près les années 80. Puis après, dans les années 90, on nous a dit, pour faire carrière, il faudra changer de métier, mobilité professionnelle, et se former tout au long de la vie. Vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens. Mobilité familiale, alors ça ne veut pas dire forcément tisser un archipel affinitaire en différents endroits du monde, mais ça veut dire... Je ne défends pas cet archipel-là. Hein. Ça veut dire en fait, Dieu sait si c'est opérant, c'est entre Rennes, Nantes, Brest et Paris, des distances qui sont les mêmes, mais un temps pour les faire qui se raccourcissent. Et donc là, on est au cœur de notre question. Hein. Troisième forme de mobilité, la mobilité multirésidentielle, familiale. Et on peut même avoir dans nos équipes des gens qui travaillent avec nous pendant la semaine et qui retrouvent leur conjoint le week-end. Alors là, vous avez la coexistence des deux modèles. J'y reviendrai dans les questions avec grand, grand plaisir. Hein. Premier modèle, plutôt la loyauté. Deuxième modèle, plutôt l'employabilité. Alors le modèle de l'employabilité, si le premier est plutôt latin, modèle latin, le premier, centralisation du pouvoir de Rome autour du bassin méditerranéen, hein, on pourrait en tracer la perspective historique. Le deuxième est plutôt anglo-saxon. Le chef devient manager dans le deuxième. Dans le premier, on ne parle pas d'argent. Dans le deuxième, vous faites rentrer un candidat et au bout de quelques minutes, il vous parle non seulement salaire, mais il est même capable de vous parler jours de congé et il est même en fin de parcours en train de vous dire que dans 6 mois, peut-être même un peu avant, il va faire un congé sabbatique où il va prendre un temps pour un voyage. Ben, on en est là. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre ça. Et là, si je m'y prends bien, il y a des visages qui apparaissent. Premier modèle, la loyauté. Deuxième modèle, l'employabilité. Troisième modèle, la communauté de métiers. Je vais aller très vite, puis on en reparlera au cours des questions. Alors le troisième modèle, je vais prendre des photos parce que je pense que c'est le mieux. Voilà, vous avez cette photo-là. Qu'est-ce qui est frappant dans cette photo-là? Un écran, 2 écrans, 3 écrans. Les écouteurs à gauche, hein, vous avez quelqu'un qui a des écouteurs. Il est avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est des questions autour des équipes déspatialisées. On en a parlé tout à l'heure ensemble avec certaines personnes ici. Moi, vous m'avez dit tout à l'heure, moi maintenant, mes équipes sont sur 1, 2, 3, 4 terrains différents. Et je suis sans arrêt en train de faire des déplacements physiques entre ces terrains. Puis je communique de plus en plus à distance via les écrans. Petite poussette là, de Michel Serres, hein, le livre dont je vous ai parlé, c'est formidable parce que moi, ça m'aide à comprendre cette génération de coexistence aux écrans. Le deuxième livre, tout à l'heure, j'ai été très rapide, que je vous recommande, c'est le livre d'après de Michel Serres, qui s'appelle « C'était mieux avant », tout un programme. Et donc là, vous avez mon troisième modèle. Je prends ces photos-là, elles sont incroyables. Regardez, ça, c'est un toboggan. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Certains de mes jeunes étudiants me disent « Mais ça, c'est génial, Philippe. Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. » Puis là, vous avez des choses qui émergent. Hein. Là, vous avez l'imbrication du hors-travail dans le travail. Des demandes que vous avez peut-être d'ailleurs honorées. Hein. Un billard, une table de ping-pong, un endroit pour la sieste. D'ailleurs, j'ai pris ça comme c'est fou. J'ai pris ça ici, c'est une salle de réunion. Je vous laisse imaginer dans le premier modèle la discussion autour de l'achat de neige artificielle et la tête de caribou. Et là, vous avez un caisson de ressourcement. Le caisson de ressourcement, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de ce troisième modèle. Je l'appelle la communauté de métiers. C'est à l'origine plutôt l'univers des startups, capitalisme californien. Google, Apple, un peu en arrière-fond. C'est un modèle dans lequel, très très important par rapport aux deux premiers, grosse différence. Le premier, tu es salarié. Le deuxième, tu es salarié. Dans le troisième, si ça se passe bien, ils sont peu nombreux à le vivre. Mais si ça se passe bien, tu es salarié, entrepreneur et actionnaire. Et dans le troisième modèle, en fait, ce qui fait ta réussite, c'est d'être identifié comme un talent dans un réseau professionnel pour continuer de cheminer.
Pensez à des cabinets d'avocats, d'architecture, quand ils ont atteint une belle taille. Pensez à des sociétés d'ingénierie. Pensez à ces sociétés d'informatique. Pensez aussi à des clubs de sport. Regardez comment, moi j'adore le football, je vous fais cette confidence. Regardez comment nos clubs de foot, en fait, sont un peu en train de passer de la loyauté. Moi, de toute façon, je n'aurai qu'un seul maillot et ça sera pour la vie. À l'employabilité, on passe comme ça d'un club à un autre en Ligue 1. Et on peut passer de Guingamp à Rennes, de Rennes à Nantes, c'est possible. Il y a quelque temps, c'était pas possible. Le troisième modèle, ça serait un peu un club qui aurait sur sa pelouse 7, 8, 9 nationalités, aurait un entraîneur d'une autre nationalité encore et un capital d'une autre nationalité encore. Je l'appelle dans mes travaux la communauté de métier. C'est-à-dire que c'est un modèle qui nous fait courir le risque du déracinement, nous fait courir le risque de la déterritorialisation. La communauté de métier, on va chercher le talent et on va très tôt, très jeune, lui dire qu'il est talentueux. C'est ce qu'un de mes meilleurs, un de mes meilleurs amis, oui, évoque par le modèle de la diva d'opéra. Ça concerne peu de personnes, mais ces personnes ont un fort pouvoir d'influence. La diva d'opéra, qui fait la carrière d'une grande diva? C'est sa voix. Donc c'est l'idée que dans ce type d'organisation-là, de troisième modèle, on met à mal les corps, on demande beaucoup. Éventuellement, le campus, on y travaille, on y vit. C'est un peu comme si la société se refermait. On met à mal les corps. Une diva, c'est son corps. Une diva, c'est son style. Une diva, c'est la capacité qu'elle a à avoir été identifiée par une autre diva. Une diva qui fait sa carrière, un agent. Mais au bout, je vous propose ça. Le déterminant le plus fort de la carrière d'une diva, c'est un critique. Quand le critique prend la plume, au XIXe siècle, dans un journal du soir, et aujourd'hui, quand un critique se transforme, et ça c'est votre quotidien, en communauté de clients, et que sur Internet, Petite Poucette exprime ce qu'elle a sur le cœur, plus ou moins bien, plus ou moins utilement, eh bien nous basculons dans ce troisième temps du capitalisme, de l'économie de la réputation. Et là, un de nos enjeux, c'est de rendre justice à l'entreprise que nous sommes, par le terrain des mots, comme dans mon amphi, par le terrain des images, par le terrain des vidéos, et quatrième temps, et tout à l'heure, si vous le voulez, on y reviendra, par les réseaux sociaux, les ambassadeurs, ceux qui vont partager avec vous et autour de vous sur ce que vous êtes. Alors ça, ce sont trois modèles d'organisation, puis on voit émerger un quatrième, je vais aller très vite, l'entreprise plateforme, Airbnb, TripAdvisor, Uber. C'est une société, moi, qui me tétanise un peu, c'est la société où sans arrêt, on est évalué. On rentre d'un taxi, on sort d'un hôtel. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous avez été évalué? Les contrats sont courts. Cinquième modèle, l'entreprise Archipel. Je vais prendre un exemple vécu, connu, en juin. J'étais en juin dans un club patronal et un monsieur de 61 ans me dit « Philippe, ton propos sur Thomas, tu sais que moi j'ai vécu la même chose, mais c'est encore plus radical. » Alors je le regarde et je lui dis « Ah bon, explique-moi. » « Oui, oui, oui. Il y a 15 jours, m'explique-t-il, j'ai un jeune expert comptable de 28 ans qui est dans son bureau et qui postule à un emploi. Alors cet ancien, ce monsieur, il a un réseau d'expertise sur la région centre et le Maine-et-Loire, enfin le Maine-et-Loire et la région centre, et il a envie en fait de transmettre un jour. Et la perspective de l'archipel, c'est cette idée du « et ». On a plusieurs vies à vivre et en même temps, et on n'a pas de concession forcément à faire. Je m'explique. Le jeune expert comptable, au cours de l'entretien, s'exprime et dit ceci. Moi, je pense que je vais venir chez vous, un peu comme mon tomate tout à l'heure. Moi, je pense que je vais venir chez vous, mais il faut que je vous dise, avec les outils digitaux, avec l'amélioration des logiciels de gestion, avec la recomposition du télétravail, je vais venir lundi, mardi et mercredi chez vous. Alors, la personne plus mûre, plus âgée, intérieurement se dit il cherche un temps partiel. C'est classique. Mais ça, ce n'est pas une façon de nous étonner volontairement. Ce n'est pas une dynamique où on se casse les os de la tête. Et à ce moment-là, le jeune expert comptable ajoute « Le jeudi, vous savez, une de mes passions, c'est la sculpture. Moi, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est aussi la sculpture. » Alors vous l'avez compris, pour quelqu'un comme moi, intégrer dans les processus de recrutement ou le champ du travail des passions, des hobbies, le hors-travail, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Lui, ce jeune, pour lui, c'est évident. Lui, il a non seulement plusieurs vies à vivre et en même temps, mais il enchevêtre les sphères.
Il n'y a aucune raison qu'il laisse au porte-manteau ce qui est une de ses passions. Et là, pour le dirigeant et pour nous tous, hein, c'est un magnifique enjeu. Le vendredi, lui dit ce jeune expert comptable, je suis dans une chorale et un de mes plus grands bonheurs, c'est de chanter à l'unisson. Là, on a face à nous, en fait, avec cet exemple du jeune, ceux que nous allons appeler ensemble des slashers. Slash. Ce sont des personnes qui font des compartiments volontairement et qui veulent vivre différentes expériences professionnelles sur une même semaine, sur un même mois, sur une même année. On le voit avec nos enfants, on le voit avec des étudiants, on le voit autour de nous avec des anciens. Ce n'est pas une question seulement d'âge. La volonté, en fait, de passer, et je voudrais vous dire ça aussi, la volonté de passer du « ou » au « et ». Moi, je suis l'homme du « ou ». Quand j'étais jeune, en fait, on me demandait « Mais alors, t'es situé où, Philippe, politiquement? T'es à gauche ou à droite ?» Puis après, on me demandait « Qu'est-ce que t'aimes en musique ?» Alors, je disais « Moi, j'aime les Beatles. » Alors, tout de suite, j'avais cette remarque « Ah bon, t'aimes pas les Stones ?» Et tout de suite après, les gens me demandaient « Tu préfères John Lennon ou Paul McCartney ?» Je suis né et ai grandi dans une société linéaire, séquentielle, ordonnée du haut vers le bas, dans lequel je vais saisir une vérité de ceux qui savent, et ils sont anciens. Et ce que nous défendons ce soir, et ce que nous voyons arriver, et qui est déjà là, c'est en quelque sorte une transformation forte de la société. Le passage de la pyramide au réseau, du « ou » au « et ». Quand on est dans le « et », on pourrait y revenir tout à l'heure au cours des questions, on fait des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Je vais vous donner un exemple très, très précis. Pour moi, les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire que je me mets au centre, je suis l'homme du centre, je suis l'homme du « ou », qui fait des choix, et je souhaite rencontrer les gens qui sont dignes d'être rencontrés. Je rencontre de plus en plus de personnes, adolescentes, mais pas seulement, qui ont les amis de la rue dans laquelle nous vivons, les amis du premier sport qu'ils font. Moi, quand j'étais jeune, je faisais qu'un seul sport, du football. De plus en plus, vous avez des gens qui font du football, mais en même temps, ils font de la danse, puis en même temps, ils vont pratiquer le basket. Puis ensuite, ils ont les amis du premier site Internet sur lequel ils vont souvent. Michel Serres l'appelle la génération avatar ou polytribale. Ils font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Puis après, ils ont les amis du cursus qui a été le leur, ou à Barcelone, à Dublin. Puis après, ils ont les amis de ceux qui sont dans votre entreprise. Et je vous propose cette idée. Les amis de leurs amis ne sont pas leurs amis. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à vivre, en tout cas c'est une volonté chez eux, très fort les moments de vie, mais pas forcément en continuité. Je suis un être de supposée cohérence. Je pose une équation, il y a toujours un résultat au bout de l'équation. Ce sont des personnes de paradoxe, d'oxymore, de contradictions apparentes. C'est-à-dire qu'elles nous amènent à vivre une coexistence des modèles, dans laquelle coexistence des modèles, nous allons devoir en fait nous interroger de plus en plus fort sur une façon de diriger qui va de toute évidence être un bricolage entre les façons de diriger. Et la première chose que je veux vous dire, c'est, et j'y reviendrai tout à l'heure au moment des questions-réponses avec des outils de management, je vous donnerai les outils tout à l'heure, s'étonner volontairement, s'interroger. Et donc, on va avoir face à nous, en fait, de plus en plus de personnes différentes, si on s'y prend bien, c'est-à-dire si on ne confirme pas, si on explore, qui vont avoir un rapport au temps, télétravail, travail à distance, de plus en plus pluriel, et des attentes par rapport à l'encadrement de plus en plus diversifiées. Le temps est dépassé. Je suis avec vous encore tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, aux côtés de Dominique, je reviendrai, si vous en êtes d'accord, sur des outils concrets de management et on poursuivra notre réflexion. Je vous ai beaucoup parlé, en fait, ce soir, d'apprendre, de s'étonner. Je pourrais même dire il faut questionner l'autre, il faut se questionner, mais une des choses les plus importantes, c'est de se laisser questionner. Et je pense que vous allez autour de vous de plus en plus mobiliser si vous créez un espace de parole pour vous entendre dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est ça, protéger un talent. Et donc, pour finir par un trait d'humour et puis vous remercier beaucoup de votre attention, j'aime beaucoup montrer ceci. Dans une entreprise qui serait apprenante et qui apprendrait de tous, dépasser les idées reçues nous amène aussi à lutter contre certains stéréotypes. Alors, en Europe, mais on va le prendre au niveau le plus large, pas forcément de la construction européenne,
Quand on sait à l'avance comment les gens fonctionnent, voilà ce qui se passe. Au paradis européen, les Français sont les cuisiniers, vous connaissez peut-être ça. Les Italiens sont les amants, je ne ferai pas de commentaires. Les Anglais font la police, les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Ça, c'est quand on a réussi à s'entourer de gens qui nous rassurent parce qu'ils nous ressemblent. Et puis, dans la vraie vie, il y a toujours un écart entre ce qu'on affiche, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Et ça sera pour nous aussi l'occasion de tout à l'heure poursuivre ensemble. Dans la vraie vie, c'est parfois pas le paradis, c'est l'enfer. Et là, l'enfer, c'est une invitation à aller plus loin. Les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent et le tout est organisé par les Italiens. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci infiniment.